Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, malheureusement, c'est lundi et c'est donc la fin du week-end. Mais bon, j'espère que Dev Café, l'émission que vous êtes en train de regarder, va justement vous aider à démarrer la semaine sur le bon pied. Alors si toutefois c'est la toute première fois que vous venez ici et que vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que Dev Café ? C'est tout simplement une émission quotidienne qui est publiée à partir de 7h et donc sur cette chaîne YouTube, et qui parle de toute l'actualité autour du développement mobile. Mais juste avant qu'on regarde justement l'actualité du jour, un petit tour par les vidéos que j'ai publiées dernièrement, et notamment une que j'ai publiée ce samedi. C'était autour de Maestro, j'en avais parlé dans un précédent Dev Café, et ça vous permet de faire des tests sur Android et iOS de manière super simple. Donc dans cette vidéo, j'explique comment est-ce que tout ça fonctionne, et je dis à la fois qu'est-ce qui marche et aussi qu'est-ce qui marche pas, parce que tout simplement c'est un framework qui est tout récent. Donc en toute logique, il manque parfois des petits trucs à droite à gauche, mais dans l'ensemble, on va dire qu'il y a 95% des fonctionnalités qui marchent. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Juste avant qu'on passe à l'actualité, pensez bien à liker la vidéo parce que comme vous le savez, ça aide énormément la chaîne parce que notre fameux robot YouTube aime beaucoup ça, et à vous abonner également si c'est pas encore le cas. Et du coup, qu'est-ce que je vous propose maintenant que tout est dit? C'est tout simplement qu'on regarde l'actualité. Pour commencer ces actualités, on va s'intéresser à Flutter et notamment la version 3.3. Alors du coup, je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Il se trouve que j'ai une newsletter Flutter qui s'appelle Flutter Digest, voilà, petit instant promo, qui est normalement publié vers 8h chaque lundi. Et donc ce qui se passe, c'est que le contenu il est toujours prêt un peu en avance, et au dernier moment, je vérifie qu'il n'y a pas des nouvelles infos qui sont sorties. Et en l'occurrence, ce qui est en train d'émerger, c'est qu'il y aurait des régressions par rapport à Flutter 3.0, qui était donc la version disponible auparavant. Donc je vous propose qu'on regarde les deux principales issues qui sont remontées. La première, elle concerne le scroll. Alors moi j'ai pas été capable vraiment de le reproduire, mais a priori ça concerne autant Android que iOS. Et l'idée ce serait que, a priori, quand vous faites un scroll, donc normalement, aussitôt vous faites le geste, aussitôt il y a l'événement qui se produit, bien a priori depuis la 3.3, ce serait décalé d'une frame. Donc en gros, vous commencez à scroller, mais c'est décalé d'une frame, donc 16 millisecondes si vous êtes à 60 fps. Le deuxième, pour le coup, moi je suis totalement capable de le reproduire, et ça concerne le texte et la notion d'anti-aliasing. Comme vous pouvez le voir ici, le texte en gras il est bon, mais en dessous, le texte il est tout pixelisé. Et là-dessus, j'ai un exemple à vous montrer. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est un iPhone 13 mini, et sur la droite, c'est un iPhone SE. Si vous regardez bien, quand on va zoomer sur le 13 mini, le texte dans la pop-up est pixelisé. Et ici, le texte qui est derrière, c'est le troisième qui est pixelisé. Et si on regarde sur l'iPhone SE, vous voyez que le texte de la pop-up, il n'est pas pixelisé. Par contre, là, le texte qui l'est, c'est le dernier. Donc ça a l'air d'être, vous voyez, totalement random, et a priori, de ce que j'ai un peu lu dans l'issue GitHub, c'est que ça concerne en fait la densité de pixels. Donc c'est pas parce que ça marche sur un téléphone que ça marche pas sur un autre. Voilà, c'est un peu compliqué d'une manière générale. Donc mon conseil, c'est si vous avez besoin de publier une nouvelle version d'une application cette semaine, privilégiez la 3.1x, comme ça vous n'aurez pas ces régressions-là. En tout cas, de mon côté, ce que je vais essayer de faire pour ce midi, c'est de vous publier une vidéo dans laquelle je vais essayer de lister toutes les issues qu'il y a sur cette 3.3. Comme ça va vous permettre de savoir est-ce que dans votre cas, ça vaut le coup de faire de la 3.3 ou est-ce qu'il vaut mieux rester en 3.0. Donc j'essaye de faire ça pour ce midi, je vous garantis rien. Au pire, ce sera publié un peu plus tard dans la journée. Le conseil à court terme, si la première chose à mon avis que vous ayez à faire ce matin, et si vous basez tous vos devs sur la 3.3, revenez en arrière parce que vous allez avoir des régressions. Pour le deuxième sujet, malheureusement, on est encore dans les mauvaises nouvelles, et ça concerne les Pixel 6, donc les nouveaux téléphones de chez Google, en tout cas les téléphones de 2022, et en l'occurrence, ça concerne les services d'urgence. Donc là, c'est une histoire où en fait, on a la femme de la personne qui écrit ce petit mot sur Reddit, qui indique que, voilà, suite à un problème, elle a dû appeler les secours en appelant le 000 en Australie. Et ce qui se passe, c'est que lors de l'appel, donc l'interface, elle est bien ok, mais par contre, ça ne sonne jamais. C'est comme si c'était dans le vide. À plusieurs reprises, elle a essayé sur le Pixel 6, à chaque fois, ça a été pareil. Comment ça s'est réglé ? C'est tout simplement lui qui avait un Pixel 6 Pro qui, pour le coup, a pu faire l'appel. Et donc, ça veut dire que finalement, si lui sur le Pixel 6 Pro était capable et elle sur le Pixel 6 non, c'était forcément pas un problème réseau, c'était forcément un problème lié au téléphone. Donc une fois que le problème lié à l'altercation a été corrigé,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'appeler quelqu'un normal, voilà, un contact normal sur le Pixel 6. Et ça a marché. Et donc, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a rebooté le téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé en réessayant de rappeler les services d'urgence? Cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc là-dessus, si vous devez retenir quelque chose, c'est si toutefois vous avez un problème sur un Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, etc., rebootez rapidement le téléphone parce que c'est la manière de corriger le problème. Mais le problème avec cette histoire, c'est que c'est absolument pas un cas isolé que vous voyez ici, parce que là, donc, ça date d'il y a quelques heures. Mais si on revient en arrière, il y a 20 jours, quelqu'un a eu le même problème avec un 6A. Et si on revient encore plus en arrière, il y a 9 mois, il y avait des gens qui se plaignaient de ce même problème aussi. Alors cette fois-ci, c'était aux États-Unis. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais typiquement une class action aux US, ça m'étonnerait pas, parce que vu la dangerosité de la chose, c'est quand même... ça craint. Ensuite, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt le décès d'une fonctionnalité, mais elle était quand même attendue, ça s'appelle Android Beam. Alors si vous connaissiez pas, c'était un service que moi j'adorais pour le coup. Donc depuis qu'il y a des téléphones NFC, l'idée c'était de se dire, quand on a un fichier à se partager, eh bien on mettait 2 téléphones côte à côte et ça permettait de s'échanger le contenu très facilement. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas Android Beam, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lancer le Bluetooth des 2 côtés, dire je veux le partager avec machin, partager le code et tous ces trucs-là, c'était ultra embêtant. L'idée d'Android Beam, c'était de dire on colle 2 téléphones côte à côte et ça gère tout ça pour nous. Et peu importe, on se prend pas la tête. Et en fait, depuis Android 10, c'est déprécié, donc si typiquement vous avez un téléphone qui est un peu plus récent qu'Android 10, normalement le menu a disparu. Ça va dépendre des constructeurs, mais normalement ça a disparu. Et là, ce qui est officiel, c'est que sur Android 14, ça sera totalement supprimé. Moi, je le regrette un tout petit peu parce que je trouvais la fonctionnalité intéressante, mais il faut être tout à fait honnête, le problème de ce genre de fonctionnalité, c'est que ce n'est pas découvrable. C'est en fait un peu comme le pull to refresh. En fait, tant que l'utilisateur ne le fait pas par erreur, en fait, d'une certaine manière, il ne peut pas le trouver par lui-même. Et Android Beam, c'est exactement cet exemple de fonctionnalité qui est super intéressante, mais inaccessible parce que absolument pas expliqué dans l'interface utilisateur. Android Beam est mort, on va dire, mais c'est remplacé du coup parce que on appelle maintenant le Nearby Share, qui est en fait une sorte de mélange entre du Wi-Fi et du Bluetooth que Google met en place, et qui est pour le coup maintenant est dans AOSP, ça dépend plus nécessairement des Play Services. On va tout de suite enchaîner avec la petite rubrique qui s'appelle l'actu en bref, c'est-à-dire qu'en 90 secondes, on va résumer plein d'actualités. Une étude menée par Counterpoint Research s'est attardée non pas sur les nouvelles ventes de smartphones, mais sur le parc de téléphones dans sa globalité. Aux États-Unis, l'iPhone aura réussi une première en dépassant les 50% de part de marché. La performance est d'autant plus admirable quand on connaît la myriade de concurrents composés de Samsung, Lenovo et bien d'autres constructeurs. Après les incidents du Capitole, Google avait retiré l'application Parler de Google Play. On reprochait à cet équivalent de Twitter la propagation de désinformation et de discours haineux. Finalement, en fin de semaine dernière, l'application a fait son retour sur la plateforme de Google suite à la mise en place d'une modération aux exigences du groupe de Mountain Dew. On se repose toujours plus sur les algorithmes, mais lorsqu'il y a un piratage, tout s'effondre. C'est le cas des taxis moscovites qui ont tous été envoyés au même endroit. Verdict, des embouteillages monstres dans la capitale russe. Nokia, ou plutôt HMD, veut redorer son image écologique en proposant un service de location de smartphones et tablettes. L'idée est qu'au plus vous gardez un téléphone, au plus vous remportez des points. Ces derniers pourront servir à acheter le téléphone à prix réduit ou encore à les échanger contre un investissement dans l'écologie. Qui a dit greenwashing? On connaît Xiaomi pour ses téléphones et multiples objets plus ou moins connectés. En parallèle, l'entreprise chinoise travaille sur la création de sa propre voiture en souhaitant y intégrer tout son savoir-faire logiciel. L'idée est de partir d'une feuille blanche en ne faisant ni rachat ni en s'appuyant sur des produits en marque blanche. Selon des rumeurs, un premier jalon important devrait être franchi à la mi-octobre. Pour terminer ces news, essayez de demander à Google quel est le dernier jour de mars en 2022 et en anglais. Très clairement, Google ne sait pas tout. Pour cette deuxième partie sur les actualités, dans un premier temps, on va s'intéresser à Chrome OS. Alors comme vous le savez, Chrome OS, c'est le deuxième système d'exploitation de Google qui est basé sur Chrome, mais il peut aussi faire tourner des applications Android. Et tout ce qui est sur Chrome OS, ça peut être soit des tablettes qui sont uniquement tactiles, soit ça peut être des ordinateurs, généralement avec un clavier et une souris, et un écran qui peut ou non être tactile.
Et là, en l'occurrence, ça va concerner les ordinateurs qui ne sont pas tactiles et qui ont donc un clavier et une souris. Très souvent, dans les jeux Android, c'est pensé pour le touch, mais pas pour le clavier. Et l'idée, c'est que sur Chrome OS 105, depuis un clavier, on va pouvoir mapper les interactions tactiles. Et donc, ce qui va se passer, dès que vous allez lancer un jeu, il y a une petite pop-up qui va apparaître et qui va vous permettre tout simplement de dire telle touche correspond à telle action. Donc là, vous avez une petite vidéo qui vous montre. Donc là, l'overlay, on le voit juste ici. Hop, alors, il faut peut-être juste que ça le remette. Allez, vas-y, remets-moi. Voilà, l'overlay, il est ici. Et donc, on va avoir la possibilité de tout remapper bien comme on veut. Ça existe déjà sur les téléphones où certains ont des manettes externes. Et en fait, les manettes externes vont simuler des interactions tactiles. Là, l'idée, c'est que c'est la même chose, mais avec un clavier. Pour le moment, c'est en version alpha ou bêta, je ne sais plus. Et ça ne va concerner que les jeux qui sont dans cette liste. Donc si vous en avez d'autres, ça ne fonctionnera pas pour le moment dans un premier temps. Pour ce dernier sujet, on va s'intéresser à du Python. Alors généralement, c'est pas un langage qu'on utilise directement pour faire du mobile, mais bon, ça gravite autour. Et je pense en l'occurrence que ce qui se passe est relativement intéressant. Donc on va en discuter ensemble. Donc ce qui se trouve, c'est qu'en Python, vous avez un gestionnaire de dépendance qui s'appelle PyPy. Et depuis donc, la fin août, ils se sont rendus compte qu'il y avait une campagne de phishing qui était en place. Donc en gros, pour les contributeurs, pour les gens qui mettent à disposition des packages, ils reçoivent un email qui ressemble à ça et qui est, pour le coup, pour une fois, on a l'impression que c'est un vrai mail. Une fois qu'on clique sur ce lien-là, on tombe sur un site qui vient tout simplement aspirer les identifiants et ensuite beaucoup de packages ont été vérolés. Et derrière tout ce mécanisme, il y a ce qu'on appelle Juice Ledger. Juice Ledger, c'est en fait un groupe de hackers, on va dire, pour faire simple. Une fois exécuté sur une machine, va tout simplement essayer d'aspirer le maximum de données. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu expliqué. Typiquement, ils regardent dans les fichiers de log de Chrome pour essayer de trouver des informations. Initialement, dans la première version de leur logiciel qui était corrompu, ils essayaient de récupérer des infos autour de la crypto. Et dans les versions qui ont suivi, carrément, ils essayent de notamment récupérer des mots de passe Chrome. Le problème derrière tout ça, c'est que finalement, le développeur ne se rend pas nécessairement compte que la dépendance est vérolée. Et l'utilisateur qui installe tout ça, il va tout se prendre dans la tronche. Là-dessus, PyPy dit qu'ils sont en train de passer sur chacun des packages pour essayer de s'assurer qu'il n'y a plus ce genre de problème. Et là-dessus, il y a un élément de détail qui est donné dans un autre article et que je trouve super intéressant. Et le problème qui se passe avec PyPy, en fait, c'est pas nécessairement que ça va verrouiller l'ordinateur des personnes qui lancent l'application, mais ça va aussi potentiellement verrouiller celle du développeur. Donc généralement, quand vous faites un pip install et le nom du package, à l'intérieur, vous avez un fichier qui s'appelle setup.py dans lequel vous définissez un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce package. Et il se trouve que dans ce setup.py, normalement, c'est de la description du contenu, mais en réalité, vu que c'est un fichier Python, potentiellement, on peut y mettre n'importe quel code. Si on revient à l'actualité précédente où justement j'expliquais que les packages étaient vérolés, tout simplement, à l'installation, les attaquants peuvent installer et faire n'importe quoi sur l'ordinateur. Et le problème, c'est que, on pourrait se dire, pour se protéger, il suffit, à l'inverse, de ne pas installer une dépendance, mais simplement de la télécharger et éventuellement de regarder. Mais le problème qu'il y a avec la commande qui s'appelle pip download, c'est que même quand vous donnez c'est expliqué ici, même quand vous ne faites qu'un download, il va quand même exécuter le fichier setup.py. Donc, que ce soit un téléchargement ou une installation, votre ordinateur, en tant que développeur, sera quand même vérolé. Alors là, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et il se trouve que le setup.py, en fait, c'est une ancienne manière de faire du côté de Python. Maintenant, dans les nouvelles versions, quand on crée des nouveaux packages, c'est embarqué avec un fichier WHL. Dans ce cas-là, il n'y a pas de setup.py qui peut s'exécuter dans le dos du développeur ni quoi que ce soit. La question qui se pose, c'est du coup, je fais du Python, comment est-ce que je peux être sûr que je ne vais pas avoir de problème? C'est relativement simple au final. Quand vous allez sur le site de PyPy, si vous voyez que finalement il y a un fichier WHL, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, il va exécuter ce WHL et il n'y aura pas de problème. En revanche, là où il y aura justement un problème, c'est s'il n'y a pas de WHL, dans ce cas-là, ça va fallback sur l'ancien système, à savoir le setup.py, qui lui pourra exécuter du code. Donc voilà, c'était le gros conseil du jour que je voulais vous donner. Si vous faites du Python,
faites énormément attention. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était finalement toute l'actualité qui a un peu marqué ces derniers jours. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de publier une vidéo ce midi autour des problèmes de Flutter 3.3 pour que vous puissiez voir quelles sont vraiment les problématiques à l'heure actuelle. Si toutefois j'ai pas le temps, j'ai des vidéos en réserve, donc quoi qu'il en soit, sachez que à 12h30, normalement, il y aura une vidéo sans aucun problème. Si toutefois vous n'aviez pas liké cette vidéo et que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'étiez pas abonné, c'est la même chose, c'est abonné à la chaîne, je veux dire, bien évidemment. Et en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est soit rendez-vous à 12h30 pour un contenu donc autour de Flutter, c'est sûr que ce sera autour de ce sujet-là. Sinon, eh bien, rendez-vous demain à partir de 7h ou plus tard, quand vous préférez regarder Dev Café. À bientôt!